Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie de notre gestionnaire d'inventaire où nous allons donc créer les bases de notre application qui va donc consister à créer le projet, l'ajouter à GitHub et de tester nos endpoints parce qu'on va créer plusieurs endpoints afin de voir que tout fonctionne. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant à la chaîne et de placer un petit j'aime. Allez, sans plus tarder, on va commencer, c'est parti. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va tout simplement devoir aller sur le site de Spring Initializer. Ça veut dire qu'on va sur start.spring.io qui va nous amener sur cette page-ci où ce qu'on va donc initialiser un projet. Qu'est-ce qu'on a à faire? On va sélectionner donc Maven, on sélectionne la dernière version. Normalement, vous ne devez pas toucher, vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Langage Java, donc pas Kotlin, pas Groovy, on fait donc seulement du Java. On marque un nom, on va choisir ça, ça n'a pas trop d'importance, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Très important, packaging, on va faire du type jar, donc make jar notoire. Et la Java, la version que j'ai pour l'instant, c'est la 11, donc je ne vais pas utiliser la 8 ni la 14, donc je vais rester sur la 11. Alors très important, les dépendances qu'on va vouloir ajouter à notre pomme de XML. Tout simplement, donc on va ajouter donc le Spring Web, on va ajouter le Spring Data JBA et on va ajouter une base de données qui est une base de données qui va rester dans la mémoire. C'est-à-dire c'est une base de données type mémoire, donc une base de données H2. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une base de données MySQL, on ne va pas utiliser une autre type de base de données, on va rester dans une base de données de mémoire. Ça veut dire qu'au moment qu'on va lancer notre application, la base de données va s'allumer, elle sera vide. On va commencer à la populer, on va mettre plusieurs données dedans, mais au moment qu'on va arrêter notre application, la base de données va se vider, donc il va absolument rien stocker. Tout ce qu'il va faire, tant que l'application tourne, il va tout garder en mémoire. Une fois que l'application a arrêté de tourner, il efface tout, il n'y a plus rien. Donc c'est plus pour tester qu'on va utiliser les H2. Bien sûr, vous pouvez vous connecter à une base de données type MySQL si vous le souhaitez, mais rien que pour ici, pour ce test, je pense qu'une H2 est plus qu'assez, rien que pour tester. Ça veut dire qu'au moment que vous voulez vraiment l'utiliser, vous devez le brancher sur une base de données qui va être persistant en fait. Et donc une fois que ceci est fait, on fait simplement donc générer. Il va envoyer donc un fichier à télécharger ici en dessous. Ce fichier là, on va devoir l'utiliser avec IntelliJ pour donc créer le projet. Dans IntelliJ, donc on va reprendre ce projet-ci dans IntelliJ pour pouvoir travailler. Vous pouvez utiliser notre IDE aussi si vous le souhaitez. Moi je travaille avec IntelliJ et c'est avec cela que je vais donc continuer dans cette vidéo. Je vais seulement tester quelque chose, c'est bien start.spring.io, donc on arrive bien ici. C'est bien ça. Donc pour changer vos dépendances, vous venez ici, vous sélectionnez donc, vous choisissez, je veux le web, vous faites donc web. Il y a le web qui s'affiche, vous choisissez, il va l'ajouter. Donc il faut minimum les trois pour commencer, donc le web, JPA et H2 ou MySQL et autre chose. Et alors pour le projet, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement pour le projet, j'ai créé donc un fichier qui va contenir donc tout le projet au total. Donc on va placer le backend et le frontend dedans. J'ai créé donc dans le fichier, ça s'appelle démo, j'ai créé donc un autre dossier qui s'appelle backend. Ici, on va donc installer notre projet du côté backend ici dedans et frontend se trouvera ici dedans. Ainsi, tout est bien rassemblé ensemble, c'est bien proprement. Si on veut faire des changements, on sait que ça se trouve là. On ne va pas commencer à chercher à gauche, à droite où se trouve le frontend et où se trouve le backend. J'ai déjà eu ces problèmes-là et croyez-moi, c'est pas très pratique, surtout après quelques mois quand vous devez réouvrir nouveau le projet et que vous ne savez plus où vous avez placé votre frontend ou quel backend fonctionne avec le frontend. C'est une horreur. Donc c'est pour ça, soyez bien organisés, placez tout bien ensemble et vous allez voir, tout va se passer très bien. On va commencer à créer notre projet. Et donc ce qu'on va devoir faire, on va devoir extraire le dossier qu'on a téléchargé. Donc notre projet qu'on a téléchargé, on va devoir donc l'extraire à l'emplacement qu'on veut, car on ne va pas pouvoir créer ou ouvrir un projet depuis un modèle de type zip, d'un file zip. Donc on va devoir extraire donc décompresser le projet qu'on a téléchargé ici, donc celui-ci, et donc le faire charger donc dans notre IDE, pardon. Et donc chez moi je l'ai extrait, donc tu as le backend, front-end en dessous, je l'ai placé là, donc storage management, donc c'est ce qu'on a extrait du fichier qu'on a téléchargé. Et on va donc créer donc un nouveau projet IntelliJ, voilà, je vais lancer IntelliJ. On va faire donc importer un projet.
Il va nous demander où le chercher. Bah, ici, je vais prendre celui-là qu'on a téléchargé, celui-là qui se trouve ici. Je fais OK. Il va demander quel type de projet c'est. Bah, vu que on va apporter un modèle Maven, on va faire ça, on va faire OK, on va attendre, il va le créer. Par contre, je pense que j'ai fait une bêtise, j'aurais dû placer le fichier téléchargé dans mon backend, mais c'est pas grave, on va régler ça. On va attendre qu'il termine. Parce que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout créer ici dedans. Il est en train de tout placer dedans, mais c'est pas grave, on va ranger ça. Hein. Maintenant qu'il finit. Et je pense que tout est là. Oh, oui, tout est là, super. Donc on va fermer ceci, exit, oui. Je vais le prendre et le placer donc dans notre backend. On va réouvrir donc IntelliJ. Bien sûr, il va pas le trouver, il va dire je trouve pas le fichier, c'est normal. Donc il ne le trouve pas. Remove the list, oui. On va donc ouvrir un autre fichier. Démo, backend, voilà, ok. Et donc voilà, donc je l'ai déplacé et j'ai dit à IntelliJ qu'il faut l'ouvrir ici. C'est ce qu'il a fait, super, cela fonctionne. Je vais seulement voir si on a tout, donc oui, on a enable auto, bien sûr. Ainsi, quand on va ajouter des autres dépendances plus tard, ben, il va se les mettre à jour automatiquement, il va les ajouter automatiquement. On va pas devoir s'en occuper. Mais ça c'est l'ID, donc on a les sources ici, on a le main, super, donc on a tout. C'est super bien. Première chose qu'on va faire, ben, on va s'occuper de notre base de données, en faire en sorte de configurer notre base de données, ainsi quand on va utiliser, ben, qu'il soit fonctionnel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, on va aller dans Application Properties, on va ajouter donc quelques properties, on va dire qu'on veut donc dire spring.h2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer, hein. On va dire qu'on veut utiliser donc une base de données du type H2, donc enabled, enabled est égal à true. Voilà, puis on va faire autre chose, on va dire spring data source .platform, platform est égal à H2, ce qu'on va utiliser. Data source, il y a un problème? Non, c'est bon selon moi, oui, donc spring data source .url est égal à... Et donc comme toute base de données, bah, il faut le dire, il faut dire quel type de base de données qu'il s'agit et tout ça. Donc on va faire la même chose ici, on va faire donc JDBC, c'est une base de données type H2, même, et là on va le nommer dans un product management. Product management. Product, on va le faire comme ça, super. Et qu'est-ce qui se passe dorénavant si je viens ici, hop, je vais lancer notre application et on va voir ce qui se passe. Hein. Normalement tout est fonctionnel, c'est super. Pour arriver à notre base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, je vais créer une nouvelle table et je vais tout simplement dire donc localhost 8080 slash h2 console. Non, il ne le trouve pas. Tiens, c'est bizarre ça. Il est bien en train de tourner derrière. Ouais, donc il tourne. Normalement, ça devrait être bon. Alors, où est-ce que j'ai fait une bêtise? Spring H2. Oh bah oui, c'est... Il faut que... Ouais. C'est console. C'est console enabled. C'est ça. Non, je peux pas voir ma console. Évidemment, on va attendre un peu que ça se recharge. Et c'est fait, super. On va vérifier ça. Hein. Hop, lance-toi. Ah, ben voilà notre console, elle est là. Donc là, si je me connecte, on a notre base de données en fait. Hein. Donc ici, notre base de données. Ça, ça va voir ça. Mais vu que j'ai pas encore créé d'identité, ben, il n'y a encore rien du tout dedans. Il se peut, par contre, il se peut que si je pars ici, que quand vous vous connectez, vous avez autre chose ici. Il suffit simplement donc de placer donc ici dedans le URL, ben, c'est celui-ci qu'on a placé ici dedans. Et le mot de passe, user, vous laissez comme ça, vous ne le changez pas. Mais l'important c'est ceci. Et c'est tout.
Et donc avec ceci, notre configuration fonctionne, hein, donc elle est prête. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la sauvegarder. Donc on va aller dans notre dossier ici. On va faire une initialisation de Git. On va faire donc Git init, Git add, voilà, Git commit. Oh, par contre, j'ai oublié de mettre un message. Non, merci. J'ai oublié de placer un message. Donc Git commit m first project setup. Voilà, donc ceci c'est fait. Git status, on voit que tout est en ordre, on est bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de connecter donc notre projet à GitHub, parce qu'on va utiliser GitHub pour ça aussi. Donc pour gagner un peu plus de temps, ce que j'ai fait, je suis venu déjà ici préparer un nouveau projet sur GitHub. Donc le projet va s'appeler Stock Management. Je vais donc créer repository. J'ai mis public, ainsi vous avez accès aussi. Et je vais prendre ceci. Je vais aller dans GitHub et je vais tout simplement faire un paste. Voilà. Je fais entrer. Et il me donne une erreur, bien sûr. Je vais devoir résoudre ceci. J'ai des anciens... en fait, j'utilise GitHub pour des autres projets personnels qui ne sont pas avec tuto de rien. Donc, ça veut dire que pour l'instant, Git ici a été initialisé sur mon autre nom. Et j'ai besoin de passer sur tuto de rien. Donc, je vais régler ceci et je reviens vers vous. Et donc, voilà, j'ai réglé mon petit problème. Donc, désormais, je suis connecté à GitHub. Git push, normalement tout s'est bien passé, je vais voir, donc on va rafraîchir cette page, et mon projet est désormais donc sur GitHub. Donc ouais, il l'a placé d'abord sur mon nom, mais ça a été changé bien sûr, et dorénavant ceci va être en ordre. Donc là je suis bien sur tuto de rien, et donc dorénavant qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va commencer à créer nos entités, donc nos classes, qui vont donc correspondre à un produit et une transaction. Donc on va venir donc ici dans Java. On va faire un clic droit, on va créer donc un package qu'on va, qu'on va créer, on va nommer ça modèle, qui va correspondre simplement au modèle de nos classes. Et dans notre package modèle, on va créer une classe qu'on va nommer donc product. Et notre produit. Do you want to add the following? Non, je vais faire ça par moi-même. Alors, nos produits vont correspondre à quoi? On va avoir simplement donc un numéro ID qui va du type long. On va nommer ID. On va avoir un private string pour le nom, name. Et on va avoir besoin d'une private list, une liste de transactions. On va nommer donc transaction list. Pour l'instant, la classe transaction n'existe pas encore. C'est normal, elle n'est pas encore là. On va laisser comme elle est. Puis, on va donc créer des getters et des setters pour pouvoir avoir accès à nos paramètres, à nos variables ici. Donc, ceux-là sont placés. C'est tout ce qu'on a besoin pour le moment pour notre produit. On va y revenir par la suite. On va créer notre transaction. Et donc, ce qu'on va faire, on va créer un nouveau modèle, tout simplement. On va créer un nouveau modèle qu'on va nommer donc transaction, comme ceci. Non, tu vas me laisser tranquille, toi. Voilà. Donc, désormais, on a notre transaction. Une transaction, on va voir quoi? Simplement la même chose que le produit. On va faire un private long ID. Et on va donner une date aussi. On va dire un private, on va faire un local date time. On va nommer ceci transaction date, de time plutôt, hein, enfin le mot complet, et on va faire un private integer pour le nombre, l'amount, quoique le nombre peut, ouais, non, integer c'est bon pour un stockage, c'est parfait. Ici la même chose, on va créer donc des getters et setters pour chaque chose, pas de constructeur, on va pas faire de constructeur, on n'a pas besoin. Et donc ceci c'est fait, c'est super. La liste, on va devoir l'ajouter. Donc CTRL ALT, entrée, ouais, import class, liste JavaUtil. Et donc nous avons nos classes qui sont prêtes. Donc nous avons nos deux entités qui sont prêtes. Prêtes, pas vraiment, on va devoir indiquer ici qu'il s'agit d'une entité. On va dire c'est une entité.
On a ici donc un ID, donc c'est @id, et on veut qu'elle se génère automatiquement. Donc on va faire generate value. On va utiliser une stratégie du type auto. On veut qu'il s'ajoute automatiquement. Voilà, ça c'est fait, c'est super. La liste de transactions, ben, on veut qu'il crée des transactions pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir dire que une transaction correspond à un seul produit, mais un produit peut avoir plusieurs transactions. Donc, on va avoir un one-to-many. Et on va dire qu'on va générer donc les transactions, on va les créer les transactions, on va les supprimer, on va faire tout ce qu'il faut avec les transactions depuis notre classe produit. Donc on va faire un cascading qui nous permet donc de faire cela, et on va faire un all. Hop, ça qui est all, comme ceci, cascading type all. Ça veut dire que on va pouvoir créer des transactions depuis la classe produit. Donc on va créer un produit, on va pouvoir ajouter des transactions dedans, il va les créer automatiquement, on va pouvoir les supprimer, les modifier, on va pouvoir tout faire à partir d'ici. Très important. Alors la même chose, transaction, ben, on va devoir donner donc aussi dire que c'est une entité, car on veut le stocker dans la base de données bien sûr. On va dire que, hop là, ici je vais dire qu'il s'agit d'un ID. On va faire la même chose, donc generate value, stratégie, auto. Voilà. Et c'est tout. Donc nos entités sont prêtes désormais. Donc ça va nous permettre de stocker le tout dans la base de données comme il le faut. Quelque chose qu'on va avoir après encore. Quoi qu'on va le faire maintenant. J'aimerais, pour l'instant, tout ce qu'on a, on a une variable qui va montrer le numéro d'ID, en fait, identification, l'ID, on a le nom, et on a la liste de transactions. Mais il n'y a nulle part qui va indiquer combien est-ce qu'on a vraiment en stock. Car la transaction va seulement dire combien entre et combien sort et quelle date. Le produit devrait contenir combien est-ce qu'il en a encore en stock. Donc on va créer une petite méthode dedans. On pourra le créer dans une méthode de type service, donc une méthode service, donc une classe qu'on va créer à part, un product service par exemple qu'on va faire pour réaliser ce qu'on va faire maintenant. Mais je pense qu'il est beaucoup plus judicieux de le faire directement dans la classe, dans le produit même. Ainsi dans notre endpoint il sera affiché dedans. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire donc un public long, ou même integer on peut choisir, mais je préfère utiliser long. Je sais jamais si le nom peut être grand ou pas, donc à la limite on peut faire un get storage amount. Donc on va nommer ça get storage amount comme ceci. Donc ce qu'on va faire, on va faire une boucle. Donc on va aller dans chaque transaction dans notre liste ici et on va aller voir les nombres qui ont été transmis, combien étaient en plus, combien étaient en moins, et on va tous les additionner l'un avec l'autre et on va donner ce résultat là, ce qui va nous donner par exemple quand on a 50 qui rentrent et 20 qui sortent, et bien il ne reste plus que 30. J'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout à l'heure on va le voir dans le test à la fin. Donc je vais créer un long et on va nommer celui-là amount est égal à 0. Vu que c'est un long, on va mettre un L derrière et on va tout simplement dire un for. Alors la transaction, voilà, trans est égal donc à la transaction list. Donc, pour chaque transaction qui se trouve dans notre liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement dire que amount plus égal à transaction get amount. Voilà ce qu'on va faire. Et on va bien sûr retourner le amount. Ici, il va y avoir un petit problème, car si la liste elle est vide, on va essayer d'itérer sur quelque chose qui est vide, il va nous donner une erreur, il va dire on a un null pointer exception, donc on va devoir couvrir cela. Ben, enfin, comment on fait ça avec un try catch? Donc je fais le mon try, je fais mon catch ici, le catch du type null pointer exception, NPE, on peut afficher un message si on veut dans la console s'il y a un problème, donc on peut dire list transaction not found. Voilà, et c'est tout ce que cette méthode va faire. Et donc là notre entité de base, donc notre structure de base, elle est prête, hein. Par contre on va devoir faire encore quelque chose. On va devoir créer notre repo qui va donc faire en sorte de faire la connexion entre la base de données et notre entité quand on va utiliser dans des contrôleurs. Donc pour ça on va créer donc un nouveau modèle, un nouveau package qu'on va nommer repo.
Et dans notre repo, on va faire quoi? On va tout simplement créer une interface qu'on va nommer product repo. On va garder simple, on va nommer product repo. Le product repo va faire quoi? Il va simplement extend, donc il va étendre la classe donc GPA repository. Qu'est-ce que cette classe a besoin? Là, l'entité qu'on veut persister dans la base de données, l'entité qu'on veut travailler avec, faire appel depuis la base de données, c'est laquelle? C'est produit tout simplement. Vu que transaction existe dans le produit, on n'a pas besoin de créer donc un repo spécial pour transaction car il va rester exister dans le produit pour l'instant. Donc le produit va suffire, on ne va devoir pas utiliser quelque chose pour la transaction. Donc ceci c'est plus qu'assez, simplement indiquer une repository, voilà comme ceci. Et dorénavant c'est la magie de Spring qui va prendre en compte, on va pouvoir faire appel à cette interface n'importe où et utiliser tout ce qui se trouve donc dans la classe GPA repository depuis cette interface. Vous allez voir, c'est très cool et très simple à utiliser. Dernière chose qu'on va devoir faire, simplement, c'est de créer nos endpoints, donc faire en sorte de libérer notre application au monde extérieur en créant donc des endpoints. Endpoint, c'est quoi? Quand quelqu'un va sur le site même, donc dire voilà mon stockage // il va marquer produit, il va avoir un produit. S'il va marquer liste de produits, il va avoir toute la liste de produits. Et c'est ça qu'on va créer maintenant avec un contrôleur. Donc on va venir ici, je vais créer un nouveau package qu'on va nommer donc contrôleur. Dans le contrôleur, on va créer donc une autre classe qu'on va nommer tout simplement product controller. On va indiquer qu'il s'agit d'un REST controller. On va utiliser la technologie REST comme ceci. On va ajouter aussi, car on en aura besoin par la suite, on va ajouter un cross origin et on va dire que tous les sites ont accès à. Donc on va laisser accès à tous les sites à notre API ici, à notre application. On va pouvoir restreindre ça, on va pouvoir placer vraiment des sites ici dedans, dire www.tel site a le droit d'avoir accès à ce contrôleur, les autres sites n'auront pas accès. Même pour l'instant, on va donner accès à tout le monde et par la suite, on va restreindre à qui peut et qui ne peut pas. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, on va créer donc notre repo ici. Donc au lieu de faire product repo est égal à new product repo, vu que c'est une interface, on ne peut pas faire ça. Donc on va faire une extension, on va faire une GPA repository est égal à un nouveau repository, ainsi de suite. Ça on ne peut pas faire, ça prend trop de temps. On va tout simplement l'injecter grâce à Spring, la magie de Spring. Donc ce qu'on va faire, on va simplement dire donc, product repo, donc product repo. On ferme, au-dessus on fait un @autowired et on injecte donc le GPA repository directement dans le product repo qui se trouve ici, car on l'a donc fait simplement extendre depuis là. C'est la magie de Spring qui va s'occuper de ça. Et dorénavant, toutes les méthodes qui sont dans le GPA repository, on va pouvoir l'utiliser grâce à ceci. Alors le premier qu'on va faire, c'est simplement faire un get mapping avec un majuscule get mapping. Quel mapping est-ce qu'on va utiliser? On va dire que si on fait un product list, si on fait donc mon site / product list, on veut voir donc toute la liste de notre base de données. Donc on va faire un public list. La liste va comporter donc des produits, donc product. Oui, on va importer donc l'utility. Import class, voilà. Et on va nommer ça get product list. Voilà. Comme ceci. Et on va faire return. Et là, on va utiliser donc le product repo find all. Ceci va nous donner donc tous les produits qui sont dans notre base de données. Aussi simple que ça. Je vais juste monter un peu. On va faire la même chose pour autre chose. Désormais, on veut avoir donc un produit spécifique. Donc, on va dire, je veux avoir le produit qui a le numéro d'ID Intel. Donc, ça, on va faire quoi? La même chose, on va faire get mapping. Get mapping. On va utiliser identique le même. On va faire donc product. Au lieu d'utiliser product list, on fait product. On fait un public. On va dire qu'on veut optional.
la classe product, get product by ID. On va utiliser donc le request param, ce qu'on va utiliser dans la barre de navigation, dans le site même, donc dans le endpoint, on va ajouter ceci, on va ajouter le numéro d'ID dedans, on va récupérer, on va faire un long ID. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire un return product repo.find by ID et on va ajouter tout simplement le ID. Voilà, donc on a déjà deux endpoints, donc un pour avoir tous les produits et un pour avoir un seul produit. Maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un qui va donc sauvegarder un produit. Et là on va pas utiliser un get, on va utiliser un post plutôt. Post mapping, ce qu'on va faire tout simplement product. Voilà. Et on va faire un public product, on va retourner bien sûr un produit. Save product. At request body. Cette fois-ci, on va faire appel au body. Faire un request body product. Et on va return un product repo. Donc ce qu'on va faire, on va le sauvegarder, en même temps on va retourner le produit sauvegardé ainsi et la numéro d'identification. Ça se peut que par la suite on va utiliser nouveau le produit pour modifier ou n'importe quoi. Tout sera déjà prêt. Donc on va tout simplement faire un save product. Hop. Et cette méthode on va utiliser donc pour créer un produit et on va utiliser aussi pour sauvegarder un produit déjà existant. Donc s'il a le numéro d'ID, il va simplement le mettre à jour. Et voilà. Et le dernier qu'on va faire, simplement c'est le delete. Delete mapping. On va utiliser la même chose aussi. On va faire donc product comme ceci. Je vais faire donc aussi un public void parce qu'on va facile, il va plus rien donner, il est fini. Donc delete product. Et là on va faire la même chose. On va faire aussi un request param. Donc at request param long ID. Et là ce qu'on va faire, tout simplement faire donc product repo.delete by ID. Voilà. Donc ça là, c'est parfait. Normalement tout devrait fonctionner. Donc on va lancer le tout. Pas d'erreur, c'est déjà une bonne chose. Et oui, on va voir ce qui se passe. Donc si je vais ici. Et on va faire localhost. Pour l'instant, il n'y a rien. Super, ça fonctionne. Si je fais product list, il n'y a rien. Product list. Ah, voilà, là, ça fonctionne. Là, on voit que ça fonctionne. On voit plus la page d'erreur et on voit qu'on a une array qui est vide. On voit que c'est vide. C'est normal, on n'a rien placé dedans. Si je vais dire ID est égal à 1, là, on n'a rien non plus. Il ne trouve pas, c'est super. Ah, par contre, c'est product et pas product list. Voilà. Nul, donc il ne trouve pas le produit, super, il n'envoie rien du tout. Donc cela fonctionne, donc on a ajouté un paramètre dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va travailler un peu avec Postman. Et Postman c'est quoi? Postman nous permet donc de faire des tests sur des API, sur des endpoints et voir si tout fonctionne. Donc ici on a la même chose que le browser, en fait on va faire la même chose que le browser, sauf qu'on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir faire un post. On ne peut pas faire depuis le browser. Pour faire un post, on doit aller dans une page HTML et puis du JavaScript et ainsi de suite pour pouvoir poster quelque chose vers notre serveur. Postman nous le permet de le faire, c'est pour ça que c'est le nom un peu Postman. Donc comment ça fonctionne? Donc j'ai ouvert Postman, donc pour ça vous devez télécharger l'application Postman, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Il y a des autres applications qui font la même chose. Et donc on va créer donc un nouveau. On va indiquer dedans donc localhost $8080 et je fais product list. On a une méthode get, je fais send et on a un truc qui est ici, donc on a notre requête qui est ici en bas mais elle est vide. Super, on va faire la même chose pour un get product et on va ajouter donc
Si on sauvegarde ici, on voit qu'il y a une erreur parce qu'il ne connaît pas, mais que ne sait pas ce qui se passe. On fait donc ID 1, hop là, product, point exclamation, hop là, et on fait ID est égal à 1. Send. Et il m'affiche nul car il ne trouve pas le produit. Alors, on va faire un post maintenant. Donc, on va créer un produit. Donc là aussi, on va le mettre ici, product. Vu qu'il sait que c'est un post ici, qu'il va devoir le sauvegarder, on va dans le body. Le body, on va mettre un row ici. On va pas mettre un texte, on va mettre du format JSON. Car le REST API fonctionne uniquement avec du JSON ou du XML. Là, on va utiliser du JSON. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire ceci. Et on va dire que name est égal à product1. On va sauvegarder. Et on voit qu'on a donc créé le produit 1, il existe. Si je vais dans le product list et que je fais rafraîchir, on a le produit 1 qui s'affiche ici dedans. C'est parfait. Si on va ici et dorénavant, donc je viens ici, je fais rafraîchir la page, je peux rentrer. On a le produit 1 qui s'affiche. Donc on l'a placé le produit 1 dans notre base de données. D'ailleurs, si je viens ici, je me connecte à ma base de données. Voilà. On a donc nos 3 tableaux. On a créé 2 tableaux, un troisième semi, car c'est un tableau intermédiaire entre le produit et les transactions. Mais donc, si je vais dans mon produit ici, hop, je fais entrer. On a notre produit 1 qui a été ajouté à notre base de données. C'est super, cela fonctionne. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter encore un autre. On va dire qu'on veut ajouter produit 2. On fait send. Ok, super, on a un produit 2 qui a été créé. On va aller voir dans notre liste ce qui a été fait. Et on a donc 2 produits qui sont ajoutés. C'est super, c'est quelque chose que j'aime bien. On va voir pour créer des transactions. Donc on va venir ici. Et on va reprendre ça en fait. On va reprendre ceci. Voilà. Car c'est la réponse, c'est ce qu'on reçoit de retour de notre serveur. Donc c'est ça qu'on va devoir utiliser pour mettre à jour ou effacer quelque chose. Donc c'est product 1. Et en faire une transaction. Une transaction, c'est quoi? Simplement, c'est une liste. Donc il faut faire ceci. On va créer une nouvelle transaction qui a donc un amount, donc un nombre de 30 pièces. Donc on va ajouter 30 pièces pour le produit 1. Je sauvegarde et on voit que le produit 1 il a 30 pièces et en stock on peut voir ici en dessous il y a un fichier 30. C'est super. Qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on va prendre ce qui a été renvoyé, on va le placer ici dedans et on va ajouter donc une nouvelle transaction, donc virgule, et aussi on va ajouter donc une amount de 20 pièces. On va sauvegarder et là on voit que voilà, on a une transaction de 30 pièces, une transaction de 20 pièces ici. En total, notre stock est de 50. Donc on a 50 unités du produit 1 dans notre stock. Donc ça fonctionne. On va créer donc encore un. Et là, on va dire qu'on va réduire notre stock, donc amount. Hop là, ok. Amount, on va le réduire de 40 pièces. On sauvegarde. Et là, on peut voir que notre stock n'est plus que de 10. Et là, on voit l'évolution, donc 30 plus 20, ça fait 50. Moins 40, ça fait 10. Et donc, ceci fonctionne parfaitement. Donc, on a notre stock qui s'affiche dedans. Et désormais, si je viens ici, je fais faire ça à jour. On a notre produit 1. On a tout l'historique de notre stock. Donc, on voit, par contre, il n'y a pas de date. Ah, bah oui, on a oublié de faire ça. C'est dans les transactions qu'il faut faire quelque chose. Et on va voir si on le place simplement ici dedans. Pas ID, transaction time, return, transaction, local get. Non, set transaction. Oui. Non. Non, on va simplement créer un constructeur. Ça sera le plus simple. Constructeur un vide, bien sûr. Et on va simplement dire que transaction. Oui, ceci est égal à local date time now. Voilà, on va sauvegarder, on va relancer. Voilà pourquoi on teste tout avec Postman, ainsi on peut voir ce qui se passe.
Par contre, dorénavant, si je vais relancer, il n'y aura plus rien dedans. Il est vide, bien sûr. C'est ça, en fait, un base de données H2. Ça veut dire que si je l'éteins, que je la rallume, tout disparaît. C'est pas grave, on va créer ceci à nouveau. Sauf que, tout ceci, on va enlever. On va simplement utiliser le name. Donc, product 1. On va sauvegarder. Voilà, le product 1 a été créé. Et on va créer donc des amendes dedans. Comme ceci. Amount 20. On va l'envoyer. Et on a donc l'amende 20 qui est envoyée et notre track. Donc on sait quand a été fait. Elle a été fait le 26 du 7 à minuit 40. Et ben oui, il est déjà minuit 40. Il est déjà plutôt tard, il a l'heure d'aller dormir. Et donc voilà. Je pense que là tout fonctionne, il n'y a pas de souci. Si je viens ici, hop, on lance, on voit que tout marche super bien. Et donc voilà, nous avons créé donc la base de notre application, car désormais nous pouvons donc créer des produits, ajouter des produits, ajouter des transactions à nos produits, afficher le montant du stock, afficher quand le stock a été ajouté, supprimé et ainsi de suite. Et dans la prochaine partie, nous allons donc voir comment créer une page produit afin de pouvoir créer un produit depuis une page HTML et non plus vraiment utiliser Postman. L'objectif, c'est de vraiment ne plus utiliser Postman car nos clients ne voudront pas utiliser ça, ou nos employés ou nos travailleurs, nos collègues ne veulent pas utiliser Postman, ils veulent directement avoir une interface propre où ils peuvent ajouter, supprimer, voir tous les produits qu'ils ont besoin et non pas passer par ceci. Voilà, donc j'espère que cette première ou seconde partie plutôt vous a plu et on se retrouve dans une prochaine partie. Allez, salut tout le monde!